L'exorciste le plus puissant du monde se réincarne. Dans un monde rempli de magie et maintenant sa mission est de passer inaperçu. Mais pourra-t-il laisser de côté sa vie antérieure et vivre une vie normale? Nous le verrons bien. Dans le passé, un groupe de démons attaque un village et tout semble perdu car les habitants sont incapables de lutter contre les créatures. Cependant, les gens ont un protecteur qui sort rapidement pour combattre les démons. Ce protecteur est un puissant exorciste qui monte un dragon et vainc les créatures en utilisant ses shikigami, des figures de papier imprégnées de l'énergie d'esprit bienveillant. Cependant, l'exorciste se rend compte que durant toute sa vie, la seule chose qu'il a faite a été de chercher le pouvoir. Chose qu'il a réussi, mais en l'amassant, il a également attiré la colère de nombreux ennemis. Ainsi, le gouvernement s'est rendu compte que l'homme était trop dangereux et a donc décidé de l'éliminer en utilisant ses élèves comme appât. Et déjà dans ces derniers moments, l'homme réfléchit sur le pouvoir et l'ambition, se rendant compte que le responsable de toute la situation, c'est lui-même. Et il dit à son élève préféré que rien de tout cela n'est de sa faute, mais que c'est lui qui a provoqué que le gouvernement l'utilise pour en finir avec lui. Et avant de mourir, l'exorciste réalise un dernier sortilège et se fait une promesse à lui-même qu'il ne répétera pas les mêmes erreurs du passé. De cette manière, nous nous transportons à l'époque actuelle, dans un monde où les humains et les esprits sont capables de coexister. Là, un puissant magicien lance un sort sur Seika, son fils cadet, vérifiant ce que lui et ses frères craignaient. Le fils cadet ne possède aucun type de pouvoir magique. Cela ne serait généralement pas un problème si ce n'était pas parce que le jeune appartient à la famille Lamprogre, l'une des familles de mages les plus puissantes du royaume. C'est pourquoi le jeune est une tache noire sur le blason familial. Après avoir confirmé que l'enfant ne possède aucun pouvoir magique, nous découvrons que Seika est en réalité l'exorciste que nous avons connu au début de l'histoire, qui s'est réincarné et se souvient de sa vie antérieure. Il nous est également révélé que bien qu'il ne possède pas de pouvoir magique, notre protagoniste possède beaucoup de pouvoirs spirituels, une classe différente de magie, plus connectée à la vie et aux esprits, contrairement à la magie qui est devenue un esprit plus lié à l'utilisation des 4 éléments. Cependant, l'enfant a décidé de cacher son pouvoir. Les Lamprogres supposent que le manque de pouvoir de Seika est dû au fait que le jeune est un enfant illégitime, ce qui, bien que lui ayant valu une place dans le manoir, le rend rejeté par tous dans la maison, y compris par ses frères, en particulier son frère aîné, Glee, qui est très agressif avec lui. Ensuite, notre protagoniste pratique la création de shikigamis avec des feuilles d'arbre, ce qui amène Glee à le déranger. Mais les shikigamis, qui ont pris la forme de corbeaux, attaquent le jeune mal élevé jusqu'à ce que son autre frère, Luft, vienne l'aider. Luft, qui est un peu plus tolérant que Glee, emmène son frère, mais il se rend compte que son frère cadet cache un secret en remarquant que les corbeaux ne l'ont jamais attaqué. Plus tard, Seika réfléchit à ce nouveau monde. Un endroit beaucoup plus paisible que le monde qu'il a laissé derrière lui, et il continue son entraînement, devenant de plus en plus puissant, mais il a décidé de cacher ce pouvoir pour ne pas attirer l'attention et pour que son destin final de l'autre vie ne se répète pas. Alors qu'il est dans sa chambre, notre héros reçoit la visite de Jifa, l'une des servantes de la maison et l'une des rares personnes du manoir qui ne le traite pas avec mépris. Jifa lui rend une veste qu'elle a trouvée dans les buissons, probablement après que Glee l'ait jetée juste pour le plaisir de l'embêter. Pendant que les deux discutent, Glee apparaît et se vante à son frère qu'il partira bientôt pour lire l'Académie exclusive de magie de l'Odonea pour devenir un grand mage comme son père. Et il lui rappelle qu'il ne pourra jamais assister à cet endroit car il n'a pas de magie et que la seule chose qui l'attend est une place dans l'armée avec le reste des normaux. Soudain, le père des jeunes apparaît et dit à Glee qu'il est en retard pour son entraînement de magie avec Grey. Alors qu'il s'éloigne, Seika leur demande s'il peut les accompagner, ce que son père permet bien qu'il considère cela comme une perte de temps. Sur le terrain d'entraînement, Grey démontre son habileté à utiliser la magie basée sur le vent, et Glee montre son contrôle sur le feu en détruisant les cibles que son père lui a mises. C'est au tour de Seika. Et face aux moqueries de ses frères, le jeune homme admet que toute sa vie, il s'est perdu dans le jeu et il a minimisé son pouvoir pour éviter d'attirer l'attention. Mais cette fois, il décide de donner une leçon d'humanité en utilisant ses pouvoirs et invoque une flamme bleue qui détruit toutes les cibles.
Ce qui les surprend ici, c'est d'abord que l'enfant n'a pas utilisé d'incantation et ensuite qu'il a changé la couleur des flammes, ce que seuls les sorciers les plus puissants sont capables de réaliser. Cependant, tous attribuent cela à un coup de chance, car l'enfant, n'ayant pas d'amour, ne peut pas avoir d'amour. Sa sœur ne devrait pas être capable de réaliser cet exploit. Seika demande à son père de lui permettre d'aller à l'école de magie, mais l'homme le respecte. Il dit que non, que c'est inutile, mais qu'il envisage de lui trouver un tuteur pour qu'il apprenne davantage. Les années passent et la vie de notre héros se déroule sans trop de bouleversements, alternant entre ses études particulières et la vie avec ses frères et sœurs. Certains jours sont bons et d'autres moins, comme pour tout le monde. Lorsque le jeune garçon atteint l'âge de 11 ans, il est capable d'imprégner d'énergie une petite figurine en papier créant ses propres shikigami. Il décide d'en essayer un en libérant une créature pour voir s'il est capable de la sceller à nouveau. Cependant, notre protagoniste parvient à libérer un esprit renard nommé Yuki, qui a pris la forme d'une belle femme et reconnaît notre héros de sa vie antérieure en l'appelant Haruyoshi, son ancien nom. Content de ce résultat, notre garçon informe Yuki qu'il va la renvoyer dans le monde spirituel, mais la jeune femme refuse et adopte la forme d'un petit renard, lui disant que le monde spirituel est ennuyeux et qu'elle a décidé de rester avec lui pour un certain temps. Plus tard, Seika voit comment Glee réprimande Jifa pour avoir renversé un peu d'eau, mais ensuite lui ordonne de le rejoindre dans sa chambre. Chose que la jeune fille ne veut pas, mais elle n'a pas d'autre choix que d'accepter jusqu'à ce que Seika apparaisse, invente une excuse et la libère de ce fardeau. Plus tard, Jifa le remercie et, connaissant certaines des compétences du jeune homme, lui demande s'il peut l'aider en quelque chose. Dans le jardin de la maison, Jifa révèle à Seika qu'elle a trouvé une petite créature magique blessée et le jeune homme procède à la soigner. La jeune servante le remercie, mais Seika lui dit qu'il l'a observée et se rend compte qu'elle a des compétences spéciales et est capable de voir certaines créatures que les autres ne peuvent pas. Elle l'admet, mais lui demande de garder le secret. De cette manière, les deux deviennent de bons amis et au fil des années, Seika adopte la servante comme une apprentie non officielle, lui apprenant à utiliser ses compétences innées pour contrôler certains esprits élémentaires. Le temps passe et le 12e anniversaire de notre héros arrive sans que personne ne le sache. Personne n'est à ses côtés, littéralement, car personne ne lui souhaite un joyeux anniversaire. Seuls ses frères lui proposent de lui donner des leçons d'escrime, car il sera bientôt temps pour lui de rejoindre l'armée, continuant de croire qu'il n'a pas de magie. Cependant, une nouvelle interrompt cette séance. Passive, agressive, car une créature s'est libérée dans la ville et le père des jeunes a essayé de la combattre mais n'a pas pu la capturer. Et maintenant, elle se dirige vers le manoir. Seika constate que la créature est un triton ancestral. Une créature géante avec des pouvoirs de feu. La créature attaque Jifa qui était en train de laver le linge, mais la jeune fille est protégée par les esprits de la forêt. Notre garçon en profite pour attaquer la créature, ce qui l'oblige à utiliser ses pouvoirs et il détruit facilement le démon, laissant ses frères surpris et gagnant l'acclamation des serviteurs. Avec cela, le secret de notre protagoniste est révélé et il se promet à lui-même d'être plus astucieux. Après avoir vaincu le Triton, tout le monde est impressionné, mais personne plus que le propre père de Seika qui a vu comment son fils a vaincu la créature avec une seule attaque. Cette nuit-là, tout le monde célèbre, ce qui fait que le dîner à la table familiale est abondant. Tous sont fiers de Seika sauf Glee, qui se sent jaloux de toute l'attention que son frère cadet reçoit. Le père de notre héros demande à Seika comment il a su que le Triton était faible face au feu, et le jeune répond qu'il l'a lu dans un livre. De plus, il dit qu'il a une fois entendu comment son père avait chassé un Triton en utilisant le feu dans le passé, donc cela lui a semblé la meilleure option. Ensuite, son père lui dit qu'il se sent obligé de le récompenser. Donc, Seika saisit rapidement l'occasion et lui demande de lui permettre d'entrer à l'académie de magie de l'Odonea à la surprise de Glee. Le père des jeunes analyse la proposition et se souvient comment son fils cadet passait chaque heure libre qu'il avait à étudier et pratiquer la magie. Donc il accepte la demande et l'autorise à aller à l'école. Le père accepte, mais lui avertit qu'il doit également se préparer car il devra passer un examen pour entrer et être le fils d'un comte ne l'exempte pas de cette responsabilité.
Tant qu'à faire, Seika en profite pour demander à son père de permettre à Jifa de l'accompagner comme servante car la jeune fille a également un potentiel pour la magie et pourrait assister à l'académie avec lui, ce à quoi le père refuse car bien qu'il ne soit pas interdit aux plébéiens d'assister à l'académie, il doute de ses pouvoirs magiques de la jeune fille. Mais Seika lui dit qu'il peut le lui prouver. Alors, Seika donne une baguette magique à Jifa et lui dit d'invoquer une boule de feu, ce que la jeune fille fait, démontrant qu'elle est capable d'utiliser la magie, car bien que ce soit un sort de débutant, cela montre qu'elle a du potentiel. En plus, le fait que son frère Sinampa ait été autorisé à assister à l'école et qu'une simple servante le fasse aussi, est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Igli éclate de colère et de rancœur, rappelant à son père qu'il ne peut pas permettre à Seika d'assister à l'école ou à l'académie car cela viole la tradition de la famille Lamproge qui interdit à deux frères de poursuivre la même carrière. C'est pourquoi le père lui dit qu'il y a réfléchi. C'est pourquoi maintenant c'est Glee qui ira à l'armée, c'est-à-dire que les rôles s'inversent. Le père explique au jeune homme choqué qu'il a remarqué son habileté avec l'épée, en plus de ne pas avoir ignoré que, contrairement à son frère cadet, Glee ne s'est jamais donné la peine d'apprendre ou de s'entraîner pendant son temps libre et se contentait de s'amuser avec ses amis. Furieux, Glee défie son frère cadet à un duel où le gagnant ira à l'académie. La mère des deux jeunes, bien qu'elle n'aime pas beaucoup Seika, dit à Glee de ne pas laisser ses enfants se battre. Mais Glee est déterminé à gâcher le dîner de tout le monde et insiste, c'est pourquoi Seika accepte le combat. Le père accepte le défi et leur dit que le duel aura lieu le matin. Avec lui, comme juré. Cette nuit-là, Seika discute avec Yuki et admet que la situation a un peu échappé au contrôle et elle lui recommande de le tuer et c'est tout. Mais elle lui dit que ce n'est plus le monde d'avant et qu'il doit être plus discret. Donc il se contente de vaincre en utilisant le moins de pouvoir possible. Leur conversation est interrompue lorsque Luft frappe à la porte et lui offre une plume de cristal, car il a remarqué combien il écrit et que les plumes normales ne durent pas, et il lui demande d'être doux avec Glee, car il sait qu'il gagnera. Seika lui promet qu'il ne blessera pas son frère, remercie pour la plume et souhaite à Luft le meilleur dans sa carrière. En tant que politicien, après que Luft se retire, Glee, qui ne peut contenir sa colère, défie Seika en privé, lui disant qu'il le vaincra tout de suite et que le matin, il renoncera au duel officiel. Fatigué de son frère, notre protagoniste accepte. Et les deux se retrouvent sur le terrain d'entraînement. Glee accuse Seika d'avoir vaincu le Triton par pure chance et qu'il ne mérite pas d'être à sa place. Alors il l'attaque, mais malgré ses pouvoirs de feu et de vent, Glee ne parvient pas à prendre le dessus. Glee n'accomplit absolument rien. Et Seika le vainc avec une seule attaque. Alors que Glee est allongé sur le sol, Seika sourit car l'accusation d'avoir eu de la chance le fait rire, révélant ainsi que s'il est arrivé à ce moment, c'est grâce à un plan. En effet, il s'avère que 6 mois auparavant, notre protagoniste a invoqué une créature cyclope et il lui a ordonné de chercher le Triton et de l'attirer au manoir pour pouvoir le vaincre. Après l'avoir affaibli avec du poison, ainsi, il se montre sous un bon jour devant tout le monde et fait son coup, c'est-à-dire que notre protagoniste est très astucieux. Le jeune homme admet qu'il ne s'attendait pas à ce que la créature s'enfuit vers la ville et se réjouit qu'il n'y ait pas de blessés, mais son plan s'est tout de même concrétisé. Yuki lui demande pourquoi il se donne tant de mal alors qu'avec son pouvoir, il pourrait facilement dominer le monde en un clin d'œil. Mais il lui répond de ne pas sous-estimer les humains. Après tout, ce sont les humains qui l'ont tué la dernière fois. Et déjà, le lendemain matin, Glee renonce au duel et notre jeune homme se dirige avec sa servante vers l'école ou l'académie de magie. Pendant que notre héros se rend à l'école, son père repasse les événements qui l'ont amené au point où il se trouve aujourd'hui, révélant que l'enfant, bien qu'il l'ait reconnu comme son fils, est en réalité le fils de son frère qui a été laissé à sa charge. Tout cela était un peu étrange. Croyant que l'enfant pourrait avoir des traces de démons, il a fait des tests sur lui, mais a découvert qu'il n'avait pas de mana, bien qu'il soit capable d'utiliser la magie dès l'âge d'1 an. L'homme a également remarqué que le Triton, au moment d'être vaincu, semblait très malade comme s'il avait été empoisonné à l'avance. Et bien qu'il se lamente pour Glee, le père s'est rendu compte qu'envoyer ses 6 enfants chez lui, à l'armée où quelqu'un d'autre verrait leur potentiel et leur astuce et les transformerait en armes serait plus dangereux pour le monde. Il préfère donc qu'il aille à l'école de magie, confiant qu'on lui y enseignera à différencier le bien du mal et surtout à suivre le chemin de la justice. Justice. En arrivant en ville, notre héros s'installe et Jifa laisse très clairement entendre qu'elle ressent quelque chose pour lui, bien que le jeune homme ne s'en rende pas compte.
Le lendemain, les deux vont s'inscrire, mais ils doivent d'abord toucher un orbe qui sert à évaluer le type de magie élémentaire pour lequel ils ont le plus de compétences. Jifa touche l'orbe et il est révélé que son type de magie est le feu. Quand vient le tour de Seika, tout le monde est attentif car depuis son arrivée, son nom de famille l'a rendu célèbre. Mais lorsqu'il touche l'orbe, il est révélé qu'il n'a pas de magie, ce qui pousse ses camarades à le rejeter, convaincus qu'il est seulement à l'école par ses parents. Alors que tout le monde le critique, une autre plébéienne nommée Amu passe le test, révélant qu'elle maîtrise les 4 éléments, ce qui lui vaut l'admiration de tous. Mais elle les fait taire en disant qu'elle déteste ceux qui divisent les gens par classe. En la voyant, Seika se souvient de son élève préféré de sa vie antérieure, ce qui attire l'attention d'Amu. « Attends, tu es en train de me dire que tu n'es pas abonné à ma chaîne ? Je te donne 3 secondes pour t'abonner, commenter et laisser ton like. Active la cloche, petite. » Après avoir passé l'examen théorique, il est temps de passer les épreuves pratiques. Mais pour une raison quelconque, Seika ne peut penser qu'à l'énigmatique Amu. Sur le terrain d'entraînement, les élèves se rassemblent. Car il est temps de passer la partie pratique de l'examen. Chaque élève devra tirer sur une cible. En utilisant ses compétences élémentaires, de cette manière, plus ils ont de compétences, plus ils auront de points. Ainsi, beaucoup des candidats révèlent qu'ils possèdent des compétences d'un seul élément, 2 au maximum, et ils sont capables de réussir les épreuves avec facilité. Quand vient le tour de Jifa, la jeune fille utilise d'abord sa compétence de feu en brûlant la cible, ce qui est très difficile car la cible possède un bouclier magique et n'aurait pas dû être affecté par les flammes de la jeune fille. Ensuite, elle utilise ses compétences de vent pour détruire une autre cible dans le processus. Cela surprend tout le monde, y compris Seika, et la jeune servante lui dit qu'elle s'est entraînée par elle-même pour l'impressionner. Ce qu'elle a réussi car le jeune homme est si fier de son élève que des larmes coulent de ses yeux et ainsi vient le tour de Seika et le jeune homme décide d'utiliser ses compétences pour s'adapter à la situation et compenser son manque de mana. De cette manière, il utilise le feu bleu pour détruire une autre cible blanche au lieu d'utiliser des compétences de terre en lançant des pierres comme on le fait normalement ou en transformant la cible en roche et finalement il transforme la 3e cible en glace. Jifa le félicite pour avoir utilisé 3 éléments et lui précise que l'air n'est pas dans sa nature et qu'il n'est pas encore capable de maîtriser les 2 autres éléments, lumière et obscurité. Peut-être que c'est parce qu'ils ne sont pas des éléments, mais bon. À la fin de l'examen, 2 professeurs se réunissent pour prendre des notes et le professeur dit qu'il a été plus qu'impressionné par les compétences de Seika et de sa servante, non pas tant par la démonstration, mais par le fait que selon leurs examens, ils ne devraient pas avoir autant de pouvoir, ce qui montre qu'ils sont plus qu'ils ne paraissent. La professeure lui donne raison, mais elle lui dit qu'ils ne sont tout de même pas des rivaux pour la meilleure de toutes les participantes, Amu, qui en utilisant les 4 éléments a battu tous les records qu'il y avait. Abattre. La professeure semble enthousiaste car elle est convaincue qu'Amu est en réalité l'héroïne, destinée à marcher sur la terre et à vaincre le roi des démons, et dès le lendemain, les jeunes vont voir les résultats de leurs examens pour savoir s'ils ont été acceptés à l'académie ou non. Et bien que Seika semble nerveux, il sait qu'il a réussi. En effet, Seika est arrivé 3e dans l'ordre de mérite avec Jifact, comme 2e, ce qui suscite un peu de jalousie chez notre héros car sa servante l'a battu. Mais il l'apprécie quand même. Yamu est en première place, ce qui fait que notre héros s'intéresse de plus en plus à la jeune fille. De cette manière, le duo est officiellement accepté à l'académie et ils sont invités à un dîner en l'honneur des nouveaux étudiants. Déjà en uniforme, ils se dirigent tous les 2 vers le château. Mais Seika remarque quelque chose d'étrange dans la forêt, car les esprits sont agités, ce qui les amène à être vus avec Yamu. Jifa part enquêter et découvre un étrange sceau gravé sur le sol. Notre héros dit à la servante que cela doit être quelque chose de propre à l'école, mais il décide de laisser quelques shikigami surveiller par précaution, et lors du dîner de bienvenue, Amu, étant l'élève avec les meilleures notes, prononce un discours, précisant que la seule mission que tous ont en tant qu'élèves est de devenir plus fort et de combattre le mal. Immédiatement, la porte principale explose et un groupe de démons entre, prêts à tout détruire. Les élèves se défendent, mais leurs attaques ne semblent pas avoir d'effet, ce qui oblige Seika à entrer en action au risque d'être découvert. Cependant, Amu le devance.
utilisant ses compétences et parvient à contrôler les démons, ce qui permet à notre héros de vérifier la zone et de chercher le chef des démons, la créature qui les invoque. De cette manière, en utilisant ses Shikigami comme système de caméra de surveillance, il parvient à trouver le démon invocateur et va à sa rencontre, ordonnant à Jifa d'aider Amu. Dans la forêt, notre héros se confronte à le démon invocateur. Seika défie le démon, mais la créature est assez intelligente et puissante pour apprendre les attaques de notre héros et s'adapte rapidement au point d'être capable d'imiter ses mouvements et de voler sa capacité de téléporter des objets. De cette manière, le démon est capable d'affronter notre héros en transportant différentes épées pour le blesser. Avec notre héros blessé, le monstre lui révèle qu'il est à la recherche de l'héroïne aux cheveux rouges destinée à détruire le roi des démons de cette époque. De cette manière, le démon met fin à la vie de Seika et se dirige pour affronter Amu, mais il est révélé que tout cela n'était qu'un tour de notre protagoniste, car il est en réalité sain, et sauf sans aucune égratignure, puisque tout n'était qu'une illusion. Les deux se battent à nouveau, mais comme Seika a déjà obtenu ce dont il avait besoin, il arrête de jouer avec le démon et l'attaque sérieusement, libérant l'un de ses esprits, le dragon oriental que nous avons rencontré au début de notre histoire. Le dragon détruit le démon sans problème, mais tente de s'enfuir du lieu et Seika doit faire des efforts pour le rattraper sans attirer trop d'attention. Notre héros retourne à l'école après avoir éliminé le démon et découvre qu'Amu s'est occupé de tous les démons de l'école. Le jeune enthousiaste se promet alors de la rendre beaucoup plus forte car il voit un grand potentiel en Amu. Un mois s'écoule depuis l'attaque des démons et plus personne ne semble y prêter attention. Donc les cours continuent. Sans trop de surprise, Seika garde toujours un œil sur Amu car son plan est de trouver la personne la plus forte du monde et de la rendre encore plus forte même si cela le relègue au second plan. De cette manière, il passera toujours inaperçu en étant éclipsé par le héros qui dans ce cas serait Amu. Cependant, le problème actuel semble être que malgré tous ses efforts, Amu ne semble pas apprécier notre protagoniste. Donc Seika devra prendre des leçons sur comment se faire des amis, tandis que les deux amis changent de camp. Alors qu'ils marchent sur le campus, une cruche flotte au-dessus d'eux et tombe accidentellement déversant un étrange liquide vert. Le liquide attire l'attention de notre héros, qui décide de prendre un échantillon par précaution. Le professeur Cordel essayait de déplacer le vase mais a eu un accident, ce qui a provoqué sa chute au sol, déversant ce qu'il révèle être du sang de démon pour certaines expériences. Plus tard en classe, la professeure Karen informe qu'au cours des prochaines semaines, l'anniversaire de l'académie sera célébré. Ou école, il est donc nécessaire de collecter certaines herbes pour les préparatifs et elle confie cette mission aux deux meilleurs élèves de la classe, Amu et Jifa, qui devront respectivement se rendre dans la forêt. Seika se rend compte que la section de la forêt est la même que celle qui avait le sceau qui a invoqué les démons et se demande si c'est vraiment sûr qu'elles y aillent. Il décide donc d'accompagner Amu. Ainsi, notre héros demande à la professeure ce qui se passerait si l'une des deux refuse de remplir la mission. Et elle lui répond que la troisième place prendra sa place, que serait notre protagoniste. C'est ainsi que Seika ordonne à Jifa de refuser d'aller à la mission devant tous les camarades. La jeune fille, ayant reçu un ordre de son maître, accepte. Bien qu'elle ne comprenne pas ce qu'elle a manqué, elle comprend pourquoi et le reste de la classe ne prend pas bien l'attitude de la jeune fille. N'ayant pas d'autre choix, le groupe de recherche est formé par Amu et Seika. Et plus tard, Jifa demande à Seika pourquoi il a agi ainsi. Yo lui dit de lui faire confiance et elle lui assure qu'elle le fait. Elle ne pense même pas qu'il y ait quelque chose d'étrange. Entre eux, cela lui a juste semblé curieux. Dans la forêt, Amu critique Seika pour son attitude envers Jifa, sous-entendant qu'elle sait que les deux sont en couple, mais elle précise que ce n'est pas le cas. Et c'est ainsi que les deux continuent de discuter lorsqu'ils sont accidentellement transportés à l'intérieur d'un cachot. Et là, des créatures en forme de lézard les attaquent, mais Amu les vainc immédiatement. Cependant, l'une d'elles passe inaperçue et prend la fille par surprise. C'est pourquoi Seika utilise ses pouvoirs pour s'en occuper, ce qui surprend Amu car elle n'avait jamais vu un tel pouvoir. Et notre héros lui explique que cela est dû au fait que ce type de magie est propre à la famille Lampro, de progres célèbres pour leur originalité. Puis après cela, il déduit qu'ils sont à l'intérieur d'un labyrinthe, ce qui est quelque chose de trop dangereux, même pour des aventuriers de haut niveau. Donc, ils doivent fuir l'endroit le plus rapidement possible. En chemin, ils rencontrent des ogres et Amu sous-estime la situation, ce qui provoque qu'un des ogres la frappe et la mette hors de combat. Avec Amu évanoui et sans témoin aux alentours, Seika invoque des 1000 pattes géants qui détruisent tout sur leur passage, éliminant les créatures.
Quand Amu se réveille, Seika lui dit qu'il est parti. Il lui dit qu'ils sont tous les deux à l'intérieur d'un bouclier protecteur contre les malédictions, car il a remarqué que quelqu'un ou quelque chose a jeté une malédiction sur elle, qui la tue lentement. Ce qui explique ses récents maux de tête. Amu doute de la théorie du jeune homme, car une malédiction de ce type laisse généralement des marques sur la personne maudite. Il lui dit que parfois la marque est là où on ne peut pas la voir. Ainsi, à contre-cœur, elle enlève ses vêtements pour que notre protagoniste l'examine, et bien qu'il ne trouve rien, Amu s'ouvre à Seika, Grand, après qu'il lui ait raconté sa vie en tant que fils illégitime, et lui ait révélé qu'elle est la fille d'une aventurière d'une guilde de haut niveau. C'est pourquoi elle a toujours été entourée de dangers. Cependant, bientôt les gens ont commencé à la regarder étrangement, car étant une enfant, la seule chose qu'elle voulait faire était de se battre et d'avoir des aventures, ce qui a soulevé plusieurs alarmes lorsqu'après une mission dangereuse qui a coûté la vie à de nombreux hommes, la fillette ne voulait qu'aller à une autre mission. De cette manière, ils l'ont cataloguée comme une fanatique du film, combat, et peu à peu, ils ont commencé à la laisser seule car être près d'elle signifiait attirer le danger. Devenant un peu plus amis, les deux décident de continuer leur voyage et de sortir du labyrinthe. Et dans la chambre principale, ils découvrent qu'un monstre dangereux en forme de serpent appelé Naga s'avère être le chef du donjon. Yamu théorise que ce n'est qu'après l'avoir vaincu que la sortie s'ouvrira. Ainsi, les deux se mettent au travail et en travaillant en équipe, parviennent à vaincre la créature. Après avoir éliminé Naga, Yuki informe notre héros qu'elle a déjà trouvé la sortie du labyrinthe. Ye lui répond qu'il le savait et que bien qu'il n'était pas nécessaire de combattre Naga, il l'a fait pour qu'Amu puisse s'amuser un peu et effectivement la jeune fille est heureuse et cela se voit, elle remercie donc notre héros pour son aide et là les deux se promettent de devenir des aventuriers de première catégorie. Les deux découvrent le trésor du donjon qui s'avère être une épée de mithril que Seika donne à Amu et il garde une bague curieuse, nous verrons bien ce que ce sera. Après être retournés à l'école, les deux élèves informent les professeurs du donjon et une enquête est ouverte à ce sujet car apparemment personne dans l'établissement n'était au courant de son existence. Cette nuit-là, Seika a encore une affaire en suspens. À régler, notre héros se présente dans le laboratoire du professeur Cordel et le surprend en plein milieu d'un sortilège impliquant du sang de démon, lui révélant qu'il sait qu'il est celui qui est derrière la malédiction d'Amu, car apparemment cette malédiction n'était pas un mensonge. Le professeur admet et précise également qu'il n'est pas un démon mais un humain qui veut travailler pour le roi des démons et souhaite se débarrasser d'Amu. Le professeur a perfectionné la malédiction au point qu'il n'avait pas besoin de marquer Amu, mais qu'utiliser une effigie de sang de démon était suffisant. Cordel dit à Seika qu'il va maintenant s'occuper de lui, mais le jeune homme lui répond qu'il a déjà guéri Amu et que c'est maintenant le moment de régler l'affaire. C'est ainsi que le jeune homme se couvre de sang de démon et Cordel le maudit pour le tuer, mais Seika lui renvoie immédiatement la malédiction et le tue sur le champ. Seika admire le plan du méchant car il n'y avait aucun moyen de détecter la malédiction ni de la renvoyer, la seule faille dans le plan était de l'impliquer, lui, car il est un expert en malédiction et le professeur n'a jamais eu de chance contre notre protagoniste, démontrant ainsi que notre garçon est surpuissant. Le lendemain, Seika offre à Jifa la bague qu'il a trouvée dans le labyrinthe et elle est surprise. Lorsqu'il veut saluer Amu, la jeune fille se montre aussi distante et agressive que toujours. Bien que pour une raison quelconque, elle soit devenue très amie avec Jifa, peut-être pour se rapprocher de notre protagoniste sans que personne ne soupçonne leur amitié. Commence la deuxième année de nos Proutas et Anju et Jifa sont plus amis que jamais, heureuses de commencer une nouvelle année à l'académie. De son côté, notre héros est également heureux de commencer les cours, mais une idée ne cesse de lui trotter dans la tête, il n'y a pas eu plus d'attaques de démons dernièrement. Bien que ce soit une bonne nouvelle, Seika trouve cela décevant, car il souhaite pouvoir affronter plus de démons. Mais après avoir mis fin à la vie du professeur Cordel, il semble qu'il n'y ait plus personne pour leur ordonner d'attaquer. Cela, ajouté au fait que notre protagoniste a également placé des talismans autour de toute l'école pour former une sorte de bouclier protecteur. Cependant, la paix se termine bientôt, car à ce moment-là, le sous-directeur apparaît devant eux et leur ordonne que le lendemain, Seika et Jifa doivent se présenter dans le bureau du directeur. Après la première frayeur, Seika commence à penser qu'il y a quelque chose dans cette situation qui lui donne un mauvais pressentiment. Une fois dans le bureau, Seika rencontre la directrice, qui lui dit qu'il ressemble beaucoup à son oncle, ce qui surprend beaucoup notre protagoniste, car il ne savait même pas que son père avait un frère.
Enfin, la vieille dame va droit au but concernant la raison pour laquelle elle les a appelés dans son bureau. Elle souhaite que Seika aille au tournoi de combat multidisciplinaire de la capitale avec Jifa. C'est la première fois qu'ils pourront participer au tournoi, car jusqu'à cette année, il était interdit de participer avec de la magie. Cependant, les règles ont changé, et leur mission n'est pas seulement d'aller au tournoi, mais de bien représenter l'académie. À ce moment-là, une jeune fille franchit la porte, elle a également été appelée au bureau, une nouvelle élève nommée Mabel Crane, qui sera l'autre personne à participer au tournoi. Il n'y a que 2 places, ainsi, nos protagonistes doivent décider si ce sera Seika ou Jifa qui participera, et ils finissent par conclure que notre héros sera celui qui prendra la place. Surtout parce qu'il y a quelque chose chez Mabel qui attire son attention, et ne le convainc pas complètement. Plus tard, les 2 jeunes prennent le thé avec Hanyu et lui racontent ce qui s'est passé. La jeune fille se met terriblement en colère qu'ils aient été appelés à leur place au lieu de la considérer, elle, bien qu'après un certain temps, elle admette qu'elle n'aurait pas aimé y assister non plus. Mais elle reste offensée. Ils continuent de parler de la situation, et Hanyu émet l'hypothèse que Mabel est une fille de noble, qui est entrée sur recommandation pour enrichir son CV, mais qu'elle quitterait rapidement la compétition pour ne pas être blessée, car elle est sûrement très faible. À ce moment-là, Mabel elle-même apparaît derrière eux, ayant entendu toutes les paroles d'Hanyu, et assure qu'elle n'est pas du tout faible, et que, dans tous les cas, si Hanyu n'a pas été choisie, c'est parce que la faible, c'est elle. Les 2 jeunes filles se confrontent hostilement et Hanyu décide qu'il est temps de se battre contre elles. Alors elles demandent leurs épées à 2 garçons qui se trouvent autour pour commencer le combat. Mabel la prend sans trembler. La bataille se déroule rapidement et au début elle semble être à égalité. Cependant, lors d'une des attaques d'Hanyu, Mabel parvient à se défendre de manière surprenante et réussit ensuite à contre-attaquer, détruisant l'épée d'Hanyu, qui se retrouve au sol, vaincue. Mais ensuite, elle lui dit qu'elle a triché, car elle a utilisé de la magie noire sur l'épée, et elle n'avait pas convenu de cela. Cependant, cela n'empêche pas Hanyu de se relever. Cela importe à Mabel. Même si c'est vrai, elle la traite de faible pour avoir pensé qu'elle gagnerait et puis elle s'en va, conseillant à Seika que si elle pense être au même niveau que l'autre inutile, il vaut mieux ne pas assister au tournoi, car les gens n'en sortent généralement pas indemnes. Un peu plus tard, les 4 jeunes se dirigent vers la capitale pour le tournoi, et Mabel se montre hostile dans toutes ses interactions, en plus de croire que la seule chose importante chez une personne est sa compétence. Ils arrivent à la capitale et Seika se dirige pour observer le tableau des combats. Il découvre alors que si lui et Mabel gagnent leur combat, ils devront s'affronter en demi-finale. Ensuite, sous un prétexte, il s'éloigne de Jifa et Hanyu, car il est déterminé à enquêter et à trouver la raison pour laquelle l'académie a décidé de l'envoyer lui, et non Hanyu au tournoi. C'est pourquoi il utilise beaucoup de Psychigamis à travers la capitale pour voir ce qui se passe. Plus tard, le tournoi commence. Il y a une règle très importante, si l'on reçoit des dégâts, c'est l'amulette du combattant qui subira les blessures jusqu'à se briser. Et non le combattant lui-même, pour éviter un grand nombre de pertes. Le premier combat a lieu entre Seika et un grand épéiste musclé qu'ils appellent le chien enragé, et qui est 3 fois plus grand que notre héros. En raison de son attitude arrogante, Seika se lasse et décide de le vaincre sans pitié. Ainsi, en un seul mouvement, il esquive l'attaque de son adversaire et se place derrière lui pour lancer un sort qui le fait sortir du ring. Avec ce seul mouvement, il gagne le combat et attire l'attention de tous. Plus tard, Seika se dit qu'il doit faire plus attention pour ne pas blesser ses prochains adversaires. Yuki lui conseille également d'agir avec plus de prudence pour ne pas attirer autant l'attention, car cela pourrait être dangereux. Le deuxième combat se déroule entre un garçon nommé Kyle et un autre nommé Goulem. Kyle utilise son pouvoir oculaire pour empêcher son adversaire de bouger, et de cette manière, il ne lui reste plus qu'à attaquer tranquillement pour pouvoir gagner. Mais tranquillement n'est pas un mot qui figure dans son vocabulaire. Et il décide de lui trancher la gorge, mettant rapidement fin à sa vie. La première victime mortelle du tournoi. Seika se demande, qui est ce garçon? Et Mabel, au loin, le regarde aussi avec méfiance. Le tournoi continue et le deuxième combat se déroule entre Seika et une magicienne qui a créé son propre Goulem, et elle l'a enchanté avec un pouvoir de combat anti-magie. Tous autour de lui se demandent comment Seika pourrait gagner, et son adversaire considère déjà la bataille comme gagnée. Cependant, notre héros n'est pas un idiot. Et il invoque rapidement son animal Ayakashi, qui d'un seul mouvement découpe le Goulem en centaines de morceaux. Heureusement, l'attaque a été si rapide que personne ne s'est rendu compte qu'il s'agit d'un invocateur, et tout le monde suppose que c'est de la magie du vent. Sinon, Seika serait disqualifié, car les invocateurs ne sont pas admis dans ce tournoi. Après la victoire,
Seika s'approche d'Anju et Jifa et il le félicite pour sa performance sur le terrain. Anju lui demande s'il acceptera-t-il de devenir garde royal s'il gagne? Mais il refuse, bien qu'il dise aussi qu'il n'est pas si sûr de pouvoir vaincre tout le monde. De son côté, Jifa est inquiète, car après avoir vu le combat du sanguinaire, Kyle craint pour la santé et la vie de notre protagoniste. Ensuite, c'est au tour de Mabel, qui a largement passé le premier tour. Dans ce deuxième tour, elle affronte un mage de terre. L'homme commence à attaquer rapidement et à lui lancer de grosses roches, mais Mabel parvient à les détruire facilement avec ses épées. Voyant que la magie intermédiaire ne fonctionne pas, l'homme décide d'utiliser de la magie supérieure, mais elle est également facilement surpassée par la jeune fille. Alors, Mabel prend l'offensive et commence à lancer des dagues, qui détruisent sans problème les murs que son adversaire érige en défense. Nos protagonistes, au loin, essaient d'analyser les compétences de leurs camarades et arrivent à la conclusion que, en plus d'avoir une excellente précision, Mabel imprègne les dagues de magie pour les rendre lourdes et beaucoup plus puissantes que leur force originale. Mabel finit par gagner la bataille, et la commentatrice du tournoi l'appelle « la héroïne », ce qui attire l'attention de Seika. Alors, Sanju lui explique que Mabel porte le même nom que la deuxième héroïne historique et utilise la même arme qu'elle. En apprenant cela, Seika commence à faire des liens. Cette nuit-là, Seika marche dans les rues désertes de la capitale et arrête un homme qui envoyait un pigeon voyageur. Notre héros parvient à l'intercepter et l'homme tente de le poignarder, mais Seika l'attache avec son pouvoir sur les plantes. Alors il lui dit de confesser à qui il rend des comptes et pourquoi il est un espion du démon, car il a obtenu cette information de ses Ikigami, qui sont dans toute la ville. L'homme refuse en affirmant que même s'il souhaite le torturer, il ne dira pas un mot. Alors, Seika invoque Satori, une créature presque semblable à un singe monstrueux, capable de lire dans les pensées. L'homme se demande qui diable est Seika et comment il obtient ce pouvoir. Bien que l'homme essaie de ne penser à rien pour ne pas donner les réponses, son esprit n'est pas aussi facile à contrôler qu'il l'espère. Et rapidement, Satori lit dans son esprit que le chef de l'homme est le marquis Eledantradi, quelqu'un d'autre qu'il ne parvient pas à révéler. Tous deux sont des démons. Quand Seika demande si cela a un rapport avec l'héroïne, l'homme ne peut pas le nier et affirme que l'héroïne est Mabel Crane. L'homme commence à se demander comment Seika connaît l'héroïne si les humains ne sont pas au courant de cela. Mais ensuite, notre protagoniste pose une autre question. Et l'homme révèle qu'on pense que Mabel est l'héroïne, parce que son année de naissance coïncide avec celle de la prophétie. De plus, elle a les cheveux rouges, et est très forte, mais ce qui est plus important, l'espion et l'assassin qu'ils avaient envoyés à l'académie ont disparu. L'année d'entrée de Mabel est très suspecte, et il n'y a aucun moyen de trouver des informations à son sujet. Après toutes les confessions, Seika permet à Satori de manger l'homme parce qu'il est très dangereux. Maintenant, Seika sait quel est le but de l'académie, faire en sorte que Mabel gagne le tournoi pour que toute l'attention se concentre sur elle, et ainsi cacher la véritable héroïne Anju au démon. Avec cette nouvelle information, Seika décide de ne pas trop s'inquiéter pour Mabel, car il sait maintenant que c'est une façon de protéger Anju, bien que cela continue de l'intriguer. Le tournoi continue d'avancer et tant Seika que Mabel passent en demi-finale sans problème, tout comme Kyle, qui, lors de son dernier combat, démontre qu'en plus de ses pouvoirs avec l'épée et son œil magique, il utilise également toutes sortes de magie avec une incroyable habileté. Avant le combat, Mabel dit à Seika qu'il doit se retirer du combat, car elle doit être la gagnante. Mais notre héros refuse et Mabel s'énerve contre lui. Cette nuit-là, Seika discute avec Yuki, la renarde spirituelle, et lui confie que malgré sa participation au combat, ce n'est pas dans ses plans. Gagner. Cependant, pendant qu'ils discutent de cela, le garçon remarque que Mabel est sur le point de les attaquer et agit assez rapidement pour qu'elle ne leur fasse pas de mal. Ni à elle ni à Yuki. Alors, tous deux se dirigent vers la rue prêts pour la bataille. Mabel attaque avec une grande habileté et Seika parvient à se défendre sans problème. Mais il remarque alors que le pouvoir de Mabel est bien plus grand qu'il ne le pensait. Lorsqu'un citoyen s'approche pour voir ce qui se passe, Mabel, épuisée par le haut niveau du combat, décide de s'échapper. Après la fuite, Mabel regarde le ciel en solitude en pensant à son passé et à son frère, mais ses pensées sont interrompues lorsque Seika arrive à ses côtés. La jeune fille prend sa dague, prête à se battre avec lui, mais notre héros lui assure qu'il est là pour parler. Mabel est surprise qu'il veuille converser avec elle après ce qu'elle a fait, mais Seika assure qu'il sait qu'elle ne voulait pas lui ôter la vie. Alors, Mabel avoue qu'elle voulait seulement le blesser pour qu'il ne se présente pas le lendemain au combat. Car elle ne peut pas perdre et ne se retiendra contre personne pour atteindre son objectif, mais en réalité, elle ne veut blesser personne.
Sans même un peu de subtilité, Seika lui avoue qu'il connaît la vérité. Mabel a été choisie à la place d'Anwayu pour attirer l'attention en tant que fausse héroïne. Mabel est surprise qu'il sache tout cela et Seika lui dit que, de toute façon, il devine qu'elle a d'autres raisons de se battre là-bas. Alors, elle avoue qu'il manque une partie à sa vérité. Son véritable travail est de se laisser tuer par le sujet du mauvais œil, Kail, lors de la finale du tournoi, pour que les démons pensent que l'héroïne est morte. Et c'est que Cassil fait aussi partie de ce plan, et il a été envoyé par les mercenaires. Il doit prouver qu'il est le mercenaire parfait. Mabel explique que lorsqu'on les entraîne comme mercenaires, on ne leur apprend pas seulement à se battre, mais on leur ouvre aussi la tête, et on manipule leur cerveau pour éliminer tout sentiment de peur, de crainte ou de culpabilité. Ainsi, on devient une autre personne qui n'obéit qu'aux ordres et qui n'a peur de rien pour accomplir sa mission. À ce stade, on devient un véritable mercenaire. La guilde des mercenaires entraîne les enfants en groupe de 4, qui non seulement s'entraînent, mais vivent aussi ensemble. Cependant, après tout cela, et après les avoir incités à devenir amis, vient l'épreuve finale. Le mercenaire le plus puissant doit tuer ses 3 compagnons pour pouvoir devenir un bon mercenaire. Quand ils étaient petits, Mabel et Kail étaient dans le même groupe. À ce moment-là, Kail a ôté la vie à ses 2 autres compagnons, mais il n'a pas pu le faire avec Mabel, car elle a été vendue pour pouvoir mener à bien la mission qu'elle a entre les mains. C'est pourquoi son destin est déjà écrit, même si cela ne s'est pas produit il y a des années, elle doit actuellement perdre la vie aux mains de Kail, comme cela aurait dû être au départ. Ou bien, c'est ce que Mabel explique, ce qui devrait se passer. Mais en réalité, elle a d'autres plans, tuer Kail à la fin du tournoi. La jeune femme explique qu'elle a une vengeance contre le garçon au mauvais œil, car c'est lui qui a mis fin à la vie de son petit frère, qui était l'un des 3 autres du groupe de mercenaires. Mais Seika sait que tout cela est un mensonge, Mabel est la véritable sœur de Kail et ses cheveux roux sont en réalité teints. Étant donné qu'elle ne peut rien cacher à son compagnon, elle décide de lui dire la vérité, avant de devenir une autre personne, avant qu'on lui lave le cerveau. Kail a demandé à sa sœur que si jamais il devenait quelqu'un de différent, elle devait en finir avec lui, pour son bien. Et la chose en laquelle Kail s'est transformé est très loin d'être le frère de Mabel. Après avoir entendu l'histoire, Seika affirme qu'il atteindra la finale et vaincra Kail, pour éviter que Mabel souffre. Elle le remercie pour sa bonne intention, mais affirme que dans le tournoi, elle ne se retiendra absolument pas. Le lendemain, la bataille se déroule. Et bien que Mabel démontre des compétences incroyables, Seika finit par la vaincre. La finale arrive et il doit affronter Kail. Notre héros lui dit que lorsqu'il le battra, il le fera s'excuser auprès de sa sœur, et son adversaire affirme seulement qu'il doit la tuer. Car c'est ce qu'on lui a ordonné de faire quand ils étaient enfants. Une fois que la cloche de début retentit, Seika génère un nuage de fumée rougeâtre autour de lui qui empêche tous les spectateurs de voir ce qui se passe là-bas. De cette manière, il peut utiliser ses pouvoirs sans craindre que l'on découvre son véritable potentiel. Ensuite, tous 2 lancent un pouvoir après l'autre, démontrant à quel point ils sont forts. Cependant, les pouvoirs de Seika ne semblent pas affecter Kail complètement car il peut esquiver la magie, donc il décide de jouer plus dur. Il invoque un minotaure qui, d'un seul coup, laisse Kail étendu au sol. Depuis le sol, il semble que Kail retrouve à peine sa personnalité et demande à notre héros de dire quelques derniers mots à Mabel, mais avant de pouvoir continuer, un sortilège semble parcourir son corps. Kail avait été maudit. Tout ce temps. Seika génère une barrière pour éviter les malédictions, mais il semble que c'est déjà trop tard. Et là, il crache du sang, laissant entendre que la fin de sa vie est arrivée. Seika décide de le ressusciter avec son grand pouvoir et commence l'enchantement, mais Yuki l'avertit que s'il fait cela, il ne pourra pas éviter d'attirer l'attention. Et lui rappelle la raison pour laquelle il a dû être ressuscité, en premier lieu. Comprenant que son soutien a raison, il décide d'interrompre le sortilège. Quand la fumée se dissipe, le corps de Kail n'est plus à l'endroit et notre héros affirme qu'il l'a incinéré, et c'est pourquoi il ne s'y trouve plus. La réalité est qu'il a déplacé le cadavre dans une autre phase spatiale pour lui donner une sépulture décente. Seika gagne le tournoi et refuse de faire partie de la garde royale, mais l'argent lui est très utile. Ensuite, il emmène Mabel à la tombe de son frère et il lui raconte que les derniers mots du garçon ont été des excuses pour avoir cassé une épingle à cheveux des années auparavant. Après ce moment émouvant, ils retournent tous les 2 à l'académie, et Seika discute avec la directrice de ce qui s'est passé. Il apprend alors que dès le début, le plan de la directrice était que Mabel perde contre lui pour que notre héros batte Kail. Finalement,
Mabel commence sa première année à l'académie en tant qu'étudiante et Seika décide d'être son tuteur jusqu'à ce qu'elle puisse s'habituer. Personne ne confesse à Han-Yu qu'elle est la véritable héroïne. Les vacances approchent, et notre groupe discute joyeusement de ce qu'ils feront pendant cette période. Seika mentionne qu'il a été appelé par le royaume d'Astyria pour analyser le dragon et invite Jifa à l'accompagner. Alors qu'ils discutent de cela, un jeune homme de haute lignée entre dans le lieu accompagné de l'assistant de Yu et se présente comme Cecilio, le prince héritier d'Astyria. Après s'être salués aimablement entre hommes, le prince remarque Jifa et tombe éperdument amoureux d'elle. Il lui demande alors de faire partie de son harem de femmes en tant qu'épouse. Mais Jifa assure qu'elle n'est pas noble, mais une esclave de Seika. Sans même y réfléchir, le prince dit à Seika qu'il paiera n'importe quel prix pour elle, mais son assistant lui dit que ce n'est ni le moment ni le lieu pour cela, et l'affaire reste en suspens. Plus tard, et en privé, le prince lui explique en détail sa mission. Le dragon a cohabité pendant de longues années avec le village, mais dernièrement, il a commencé à agir étrangement, attaquant le bétail et les potagers. Bien qu'il n'ait pas causé de grands dommages aux humains, c'est quelque chose de préoccupant. En même temps, il lui demande d'enquêter sur la légende, qui explique que l'œuf du dragon avait été incubé par une humaine. En sortant de la réunion, Mabel et Anju interceptent Seika pour lui dire qu'il ne peut en aucun cas vendre Jifa au prince. Il assure qu'il ne veut pas le faire, mais peut-être que cela intéresse Jifa. Les jeunes filles assurent donc que ce n'est pas le cas et qu'il ne doit pas aborder le sujet, car cela blesserait les sentiments de la servante. Plus tard, alors qu'ils voyagent en calèche vers le royaume d'Astyria, Jifa lui dit qu'elle a aimé la proposition de faire partie du harem du prince, ce qui ne plaît pas du tout à notre héros. Une fois arrivés au royaume, ils peuvent observer comment le dragon survole les airs, et il est bien plus grand qu'ils ne l'avaient imaginé. Alors qu'ils observent les acrobaties aériennes, le dragon s'approche rapidement d'eux avec l'intention de les attaquer. Alors, un homme invoque un tigre de lave qui, d'un rugissement, parvient à éloigner le dragon. Mais la situation ne s'arrête pas là, car soudain il fait demi-tour, et décide d'attaquer Jifa. Heureusement, Seika agit rapidement et parvient à arrêter le tigre avant qu'il ne touche la jeune fille, mais bientôt celui-ci se libère, prêt à poursuivre l'attaque. Alors, l'invocateur utilise une chaîne magique pour l'arrêter. Lorsque le prince se plaint auprès de l'invocateur de la dangerosité de ses actions, celui-ci lui explique que c'était nécessaire, car en son absence, la situation s'est encore aggravée. Il y a quelques jours, le dragon a décidé de commencer à attaquer des personnes. Le prince explique que l'invocateur est un mercenaire engagé pour éliminer le dragon. À cause de cela, Seika affirme que ce n'est peut-être pas une bonne idée et conseille qu'il devrait en discuter avec la reine, car, après tout, le dragon est le symbole du royaume. Cependant, le prince affirme que ce sont des affaires internes et qu'il ne doit pas s'en mêler, mais il assure que tout le monde comprendra s'il décide que tuer le dragon est la meilleure option. Après s'être excusé de s'être mêlé des affaires internes, Seika se dirige vers Jifa et la réprimande sévèrement, assurant qu'elle doit commencer à utiliser sa magie car il ne pourra pas toujours la protéger. Le prince intervient en disant qu'il ne doit pas être si dur avec elle et Jifa commence à pleurer. Plus tard, Jifa et Seika se retrouvent dans le même carrosse, mais la situation semble quelque peu tendue. À la bibliothèque, Seika lit tous les livres possibles sur le dragon. Il y découvre qu'il y a 150 ans, quelque chose de similaire s'était produit avec le comportement du dragon. La raison, apparemment, est qu'à ce moment-là, les dragons avaient eu des petits. Cela expliquerait pourquoi ils ont commencé à attaquer le bétail pour se nourrir. Cependant, à l'heure actuelle, il n'existe que le dragon mâle, donc l'option des petits n'est pas très probable. Seika décide que le lendemain, il ira rendre visite au dragon pour voir ce qui se passe. Jifa propose de l'accompagner, mais il assure que c'est trop dangereux pour elle. Cette nuit-là, Jifa se présente dans la chambre de Seika, affirmant que le prince l'a appelée ce soir-là pour discuter, mais ne se sentant pas à l'aise et refusant, elle a eu peur de rester dans sa chambre. Seika lui propose de dormir dans la même chambre que lui, et ils discutent alors de la possibilité qu'elle rejoigne le harem du prince. Bien que Jifa assure que cela ne l'intéresse pas, Seika insiste pour qu'elle y réfléchisse, car c'est une bonne offre. Cependant, il assure qu'elle lui manquerait. Lorsque Seika part vers l'endroit où réside le dragon, l'assistante du prince se réunit seule avec Jifa. Là, elle lui explique qu'elle a remarqué qu'elle est descendante d'elfes, tout comme elle, et lui conseille donc de rejoindre le harem du prince et de cesser d'être l'esclave de Seika, qu'elle qualifie de monstre. Après les paroles de l'assistante, qui assure que Seika est un monstre, Jifa commence à douter. Bien qu'elle le défende dans un premier temps, l'assistante assure que bien que le père soit le comte,
ils ne connaissent pas la mer, donc rien ne garantit qu'elle ne soit pas un démon. De plus, les élémentaires s'éloignent constamment de notre protagoniste, tout comme ils le font avec les démons. La femme finit par convaincre Yifa de découvrir l'endroit où les filles du harem sont instruites, et pendant qu'elle découvre le lieu, la femme commente que c'est presque comme une académie, où toutes les filles du harem étudient différentes disciplines et apprennent différentes choses pour pouvoir gagner la faveur du prince, et comme toute académie, il y a plus de 100 filles. Yifa ne semble pas très enthousiasmé par toutes ces nouvelles informations. De son côté, notre héros se trouve à l'endroit où vit le dragon. En voyant arriver le garçon, le dragon commence immédiatement à l'attaquer, mais avec les incroyables pouvoirs de Seika, il ne peut lui faire aucun mal. Au contraire, c'est le dragon qui se retrouve piégé sous les filets magiques du garçon. Avec le champ libre pour enquêter, Seika s'approche du nid du dragon et remarque qu'il couvait un œuf. Lorsque Yuki demande s'il s'agit d'un dragon femelle, Seika assure que le dragon a changé de sexe pour pouvoir s'adapter aux circonstances une fois que sa compagne a perdu la vie, comme le font tant d'autres animaux. En suivant les étapes mentionnées dans le livre sur la légende du dragon, Seika commence à faire le nécessaire pour aider à couver l'œuf. En voyant que son œuf n'est pas en danger, le dragon se calme et Seika décide de le relâcher. Ainsi, pendant que l'animal se repose, notre héros commence à allumer des feux de camp en cercle pour garder l'œuf au chaud. Lorsque Seika décide de partir, le dragon l'attrape avec sa queue et l'attire vers lui pour qu'il ne parte pas et l'aide à s'occuper de l'œuf. Au palais, Yifa et l'assistante terminent la visite et se retrouvent sur un balcon où se trouvent le prince et 2 autres hommes. Là, ils signent un contrat pour la libération de Yifa, accompagné d'un grand butin d'argent. Tout ce que Yifa doit faire, c'est signer le contrat, car Seika a accepté de suivre ce qu'elle veut. Cependant, Yifa refuse de signer et affirme qu'elle ne veut pas être libre. Le scribe qui est à côté du prince dit qu'elle regrettera sûrement sa décision et que le mieux est de la forcer à signer. Lorsque Yifa veut s'échapper, 2 chevaliers qui sont à côté d'elle la saisissent par les bras et l'assistante coupe le doigt de la jeune fille, assurant que son sang sert de la même manière qu'une signature. Cependant, alors qu'ils sont sur le point de conclure l'accord, Seika apparaît en chevauchant le dragon, et après avoir expliqué comment elle est arrivée là, elle assure qu'elle doit emmener quelqu'un qui maîtrise la magie du feu, et demande à Yifa de l'accompagner. Ainsi, Yifa parvient à échapper aux griffes du prince, mais elle ne raconte rien de ce qui s'est passé à Seika. Quand ils sont dans la demeure du dragon, le tigre de lave apparaît et derrière lui, l'invocateur et tous ses sbires. Son plan avait toujours été de voler l'œuf, et il avait parfaitement trompé le prince pour qu'il croie ses histoires. Cependant, les attaques du tigre n'aboutissent à rien car Yifa démontre de grandes compétences en eau qui le maintiennent à distance. Pendant qu'elle s'occupe du tigre, Seika frappe un par un tous les voleurs jusqu'à les vaincre et les bâillonner pour les amener devant le prince. En connaissant la vérité, le prince ordonne d'arrêter les voleurs. Ensuite, Seika lui explique que le dragon l'a accepté à ses côtés parce qu'il l'a aidé à couver l'œuf, et que maintenant qu'il part, il devrait en faire de même. La légende est vraie et le dragon a toujours considéré les humains comme sa famille, donc il ne devrait pas rompre ce lien. Mais alors le prince lui dit que ce n'est pas possible et demande à Seika de tuer le dragon, car comme il est sur le point de prendre le trône, il a besoin d'un grand exploit pour gagner l'affection du peuple. Seika refuse et le prince ordonne de l'arrêter. Notre héros décide de ne pas s'opposer pour ne pas créer plus de problèmes, mais alors le prince profite du fait qu'il a emprisonné Seika pour dire à Yifa de faire partie de son harem. En voyant cela, Seika perd son sang-froid, se libère des gardes et assure qu'il ne laisserait jamais Yifa entre les mains de quelqu'un comme lui. Puis il lui dit d'arrêter de chercher des femmes et d'apprendre à gouverner, car il est immature. Bien que le prince veuille continuer avec ses folies, son assistant l'arrête. Puis, seul à seul, il dit à Yifa qu'il comprend qu'elle soit amoureuse de Seika et lui offre des élémentaires en cadeau, qui sont de petites boules brillantes qui l'accompagnent. Une fois de retour à l'académie, Seika ressent quelque chose d'étrange. Dans la forêt, un groupe extrêmement puissant détruit des humains, jurant qu'ils réussiront à trouver et détruire l'héroïne. Dans le manoir de la famille de Seika, une personne importante entre et pour cette raison, notre héros doit suivre des ordres avec lesquels il n'est pas à l'aise. Cependant, pour ne pas éveiller de soupçons, il décide de ne s'opposer à rien et, à la demande de cette personne, il invite Hanyu et Mabel à rencontrer ses parents dans son manoir. Une fois dans le manoir, le père de Yifa et Luft, le frère de Seika, les accueille joyeusement et affectueusement. Cependant, le moment émouvant se termine rapidement, car Glee apparaît sur le côté, affirmant qu'il est très heureux à l'Académie des gardes et qu'il vaut mieux brandir une épée que d'étudier comme Seika. Malgré cela, il n'oublie pas qu'il a été humilié par son frère et le défie à un duel d'épée.
Anju demande à Jifa si c'était le frère qui les embêtait toujours, et face à la réponse affirmative de la servante, Anju dit à Glee qu'il se battra avec lui. Seik assure que si Glee gagne, il pourra se battre avec lui. Dans le combat, il est convenu qu'il est interdit d'utiliser la magie. Lorsqu'ils se battent, les deux combattants sont très égaux, mais Glee utilise une ruse en faisant croire qu'il va lancer un sort, ce qui perturbe Anju et le fait perdre. Glee dit alors à Seika de tenir sa promesse et de se battre, mais c'est alors que la célèbre princesse sainte apparaît, convainquant Glee de ne pas se battre en vain. Cela surprend Seika, qui n'avait jamais vu son frère écouter quelqu'un. Plus tard, ils se réunissent calmement avec la princesse et elle commente qu'elle avait très envie de rencontrer Anju, car elle a vu que son entrée à l'académie a été incroyable, en plus d'admirer ses grandes compétences, tant en magie qu'à l'épée. La princesse affirme qu'elle aimerait qu'il soit ses chevaliers, bien qu'elle sache que c'est impossible. Cependant, pour elle-même, elle observe Anju en assurant qu'il s'agit de l'héroïne et que c'est la dernière image que sa mère a vue avant de perdre la vie. Ce soir-là, il dîne avec les parents de Seika et il est surpris parce que sa mère, qui ne lui a jamais parlé depuis sa naissance, lui adresse la parole pour la première fois. À la fin, Yuki discute avec notre héros et lui dit qu'elle ne fait pas du tout confiance à cette princesse. Seika est d'accord, bien qu'il assure qu'elle ressemble beaucoup à son épouse dans l'autre vie. À ce moment-là, Seika Anju entre dans sa chambre pour discuter et lui demande ce qu'elle fera après avoir obtenu son diplôme. Elle affirme qu'elle partira à l'aventure et Seika assure qu'il sera aussi aventurier pour pouvoir partir en aventures avec elle. Yuki lui rappelle qu'il a choisi d'être le compagnon de l'héroïne justement pour cacher son pouvoir avec le sien. Le lendemain, Glu et Seika se dirigent vers le village pour que la princesse le connaisse mieux. En chemin, la princesse voit un couple et dit qu'elle aimerait pouvoir se rapprocher de quelqu'un amoureusement. Anju lui raconte que dans les histoires d'aventure, quand un jeune homme sauve une jeune fille, ils finissent toujours ensemble et amoureux. Plus tard, alors qu'ils marchent, la princesse demande à Seika de lui prendre la main pour la guider dans la ville. Elle décide alors de passer sous une construction et Seika la suit. Mais à ce moment-là, une grande poutre suspendue à la construction tombe sur elle et Anju et Gale réagissent rapidement pour la sauver. Quand on demande à Seika pourquoi il n'a rien fait, il répond qu'il savait qu'il la sauverait, et la princesse semble déçue de ne pas avoir été sauvée par notre héros. Plus tard, Seika lui offre un foulard pour les cheveux, et le lui attache en queue de cheval, comme elle l'avait vu sur une autre femme. La princesse est ravie et assure qu'elle gardera ce cadeau avec beaucoup d'affection. À un autre moment, Gale et Seika discutent, et le frère aîné assure qu'ils doivent se méfier de la princesse, car elle prépare quelque chose. La princesse peut voir l'avenir et a réussi à observer que l'héroïne finit aux côtés du roi démon. Sachant tout ce qui se passe dans la tête de la princesse, Glee a conclu qu'Anju est l'héroïne et dit à Seika de faire attention, car elle s'intéressait aussi à lui. La princesse semble être très intéressée par Seika et le cherche constamment. En suivant le conseil de son frère et avec les nouvelles informations qu'il lui a données, Seika essaie de passer le moins de temps possible avec elle. Pendant qu'il se cache, Seika rencontre Anju, qui lui dit qu'elle va s'entraîner pour se battre contre Gale, et qu'elle a beaucoup de mal à gagner. Seika se demande pourquoi elle a tant de mal à gagner, puisqu'après tout, elle est l'héroïne. Anju le convainc de faire un dernier caprice à la princesse et de passer l'après-midi avec elle. Suivant les conseils de son ami, notre héros décide d'aller jouer aux échecs avec la princesse. Elle le convainc de parier, celui qui perd doit faire ce que l'autre dit, le gagnant peut refuser s'il sait que c'est impossible pour lui de le faire. Seika est d'accord. Pendant qu'ils conversent, une discussion politique émerge dans laquelle la princesse objecte que la pièce la plus puissante est le peuple, qui entoure toujours les dirigeants mais est continuellement exploité. Dans la même veine, elle affirme que les politiciens et les dirigeants ne produisent rien et ne font que voler les récoltes et les ressources des gens, les appelant impôts. Elle avoue alors que, comme elle croit que les masses sont importantes et en plus nombreuses, elle s'efforce de faire connaître son nom parmi le peuple. Comme elle n'a ni roi ni cavalier à ses côtés, elle s'efforce d'utiliser une autre stratégie. Elle affirme également qu'elle gagnera cette partie. Seika lui avoue alors qu'il est au courant de son pouvoir de prédiction de l'avenir. Elle affirme alors que même si elle peut voir l'avenir, celui-ci change constamment. Plus tard, elle lui explique de manière quelque peu métaphorique qu'elle veut sauver quelqu'un qui est sur le point de tomber dans un endroit très sombre. Cependant, Seika ne parvient pas à comprendre entièrement de qui elle parle et la princesse n'explique rien de plus, mais elle admet que c'est la raison pour laquelle elle veut voir Anju. Seika dit qu'elle a son soutien et avant de partir, la princesse emporte une pièce d'échec, assurant qu'elle réfléchira à ce qu'elle va demander comme gain du pari. Seika sourit,
mais pense pour lui-même qu'il espérait qu'elle oublierait ce pari. Pendant ce temps, dans la forêt, le groupe de criminels appartenant au clan noir continue de commettre des actes détestables et de blesser et manger des humains. Malgré leur méchanceté, tous s'inquiètent que leur chef mange suffisamment et n'utilise pas ses forces jusqu'à la limite, comme si quelque chose l'affaiblissait. Cet après-midi-là, le groupe, accompagné de la princesse Igli, quitte le château. Alors qu'ils sont dans le carrosse, Seika parvient à remarquer quelques secondes avant que cela ne se produise, qu'ils seront attaqués par un groupe de bandits. À peine a-t-il fini de communiquer cela à la princesse Igli, que le carrosse de devant est détruit. Rapidement, Seika saute sur le toit du carrosse dans lequel il se trouve et parvient à observer qu'ils sont entourés par un grand groupe de bandits qui les visent directement avec leurs arcs. Mais c'est une tâche simple pour notre héros, qui en un clin d'œil crée un nuage autour de lui qui arrête toutes les flèches de ses adversaires. En voyant qu'il utilise de la magie, ils commencent à paniquer, mais certains des bandits sont des mages de bas niveau et commencent à attaquer. Seika esquive facilement ces attaques, et lui et les autres soldats attaquent par terre le reste des bandits. La princesse demande à notre protagoniste s'il peut s'occuper de capturer les bandits vivants et sans blessures graves, et Seika utilise son pouvoir sur les plantes pour les attacher et les immobiliser. Ainsi, en quelques minutes, tous sont arrêtés par les soldats de la garde. En discutant avec ses amis, Seika se rend compte qu'il est vraiment étrange qu'un groupe de bandits décide d'attaquer une caravane de carrosses clairement escortée par des soldats. Plus tard, la princesse discute seule avec Seika et le remercie de l'avoir sauvé des assassins. En voyant l'avenir, elle savait que cela arriverait, et c'est pourquoi il y avait une grande quantité de carrosses dans la caravane. Elle sait aussi qu'il s'agit d'un groupe engagé par un de ses ennemis, mais elle n'a pas l'information sur qui c'est. Finalement, ils arrivent à la capitale et la princesse et GL descendent là-bas, laissant le reste du groupe se diriger vers l'académie. Avant de partir, la princesse dit qu'elle espère les revoir à un moment donné, et rappelle à Seika qu'elle est toujours de son côté, quoi qu'il arrive. Cette affirmation, ajoutée à sa capacité de lire l'avenir, laisse Seika pensif. La directrice de l'académie demande à Seika d'être celui qui représente les élèves lors de la cérémonie d'entrée, et Seika accepte. Seul Yuki lui demande si cela ne le fera pas se démarquer devant tant de monde, ce qu'ils évitent depuis déjà un bon moment. Seika affirme que dorénavant, il essaiera de se comporter comme une personne normale, sans craindre de se démarquer partout, mais qu'il continuera tout de même à s'occuper des méchants chaque fois que ce sera nécessaire. Cela inquiète Yuki. Pendant ce temps, le clan noir des démons est devant l'académie, prêt à mener à bien sa mission. Trouver l'héroïne pour le bien de tous les démons, bien qu'il s'agisse d'étudiants faibles et que rien ne puisse mal tourner. Le chef commence à ressentir une inquiétude quant à la difficulté de ce qu'il s'apprête à faire, mais il ne la transmet pas à son équipe. Le plan consiste à entrer dans l'académie et à amener tous les étudiants dans la salle centrale pour commencer le massacre. En cas de trouver celle qui pourrait être l'héroïne, ils doivent faire un signal au reste de l'équipe. Lorsqu'ils entrent dans le lieu, ils rencontrent un brouillard rouge dense, et les démons sont surpris de cela, car à l'extérieur du mur, il n'y avait aucun brouillard. Malgré cela, ils se sentent confiants, mais ils commencent bientôt à affronter leurs ennemis. L'un d'eux, le démon ogre, affronte Mabel. Là, la jeune fille démontre ses grandes compétences, et son adversaire est excité de combattre quelqu'un d'un si haut niveau. Alors Mabel plante 2 dagues dans ses bras et utilise ensuite la magie pour le retenir, mais l'ogre se libère facilement. Mabel ne s'attendait pas à cela et est surprise, mais lorsque l'ogre tente de porter une attaque puissante, la jeune fille a disparu et à sa place se trouve un Shikigami. Plus tard, tous les démons se retrouvent au même endroit et se rendent compte que ce n'était pas le lieu de rendez-vous. En partageant leurs expériences à l'intérieur, ils remarquent que la même chose est arrivée à tous. Malgré le fait d'avoir combattu contre les humains, ils n'ont pas eu l'impression de blesser qui que ce soit, et ont ensuite trouvé un Shikigami à la place de l'humain. Le chef décide qu'ils doivent se retirer, car quelque chose de bizarre est en train de se passer. Mais au-dessus d'eux, Aika commence à parler. Elle explique qu'ils sont les Ikigami et affirme à l'ogre que son adversaire, Mabel, était bien une vraie personne. Lorsque l'ogre commence à répondre qu'il aimerait se battre avec elle réellement, Seika lance une seule dague et lui coupe la tête, mettant fin à sa vie sur le coup. En voyant cela, l'un des démons se met en colère et se place devant Seika pour le paralyser avec son mauvais œil. Mais alors notre héros invoque un serpent qui, d'un seul regard, parvient à arrêter le cœur de quiconque et met fin à la vie du démon. Le démon en forme de lapin s'approche du serpent en essayant de le dompter, mais finit par être dévoré par celui-ci en quelques secondes. Le chef des démons est stupéfait, car rien de ce que fait Seika n'est normal. Il se rend compte à ce moment-là qu'il aurait dû suivre son intuition quand elle lui disait de ne pas entrer là.
Il ne reste que 2 démons et le chef ordonne à l'autre de partir et de raconter ce qui s'est passé aux autres. Ils sont face au roi démon, et pire encore, face au roi démon qui est du côté des humains et protège l'héroïne. Seika lance une attaque extrêmement puissante et élimine le chef, mais l'autre démon s'échappe par téléportation, bien que très gravement blessé. Cependant, alors qu'il s'enfuit pour raconter ce qui s'est passé, il est attaqué par ce qui semble être Yuki et perd la vie instantanément. Mabel se présente devant Seika en commentant que les assassins de la guilde la recherchent pour en finir avec elle, mais il la rassure en disant qu'il s'est déjà occupé de cela, mais qu'elle ne doit raconter à personne ce qui s'est passé. Quelques minutes avant que Seika ne doive prononcer son discours, un grand groupe de chevaliers se présente devant eux pour arrêter Han Yu pour avoir assassiné l'émissaire démoniaque. Seika se sent coupable parce que c'est lui qui a tué l'émissaire. Après que les soldats aient emmené Han Yu, Seika se présente dans le bureau de la directrice pour lui parler. Il lui explique qu'il pense que ceux de l'Empire cherchent des excuses pour éliminer l'héroïne et veut savoir pourquoi. La directrice est d'accord et commande que tous dans l'Empire ne pensent pas de la même manière. Ils ne sont pas motivés par la pure cupidité, mais que la politique est compliquée. Malgré cela, la directrice affirme qu'elle exerce une pression pour qu'ils considèrent la situation sous différents angles de manière passive-agressive. Seika demande combien de temps cette pression prendra pour porter ses fruits, car l'héroïne pourrait perdre la vie dans des circonstances suspectes. Avant cela, Seika décide de la sauver par ses propres moyens et Yuki lui conseille de faire attention car, si c'est le cas, il montrera son pouvoir aux personnes les plus puissantes du monde et pourrait à nouveau perdre la vie. Mais la décision de notre héros est déjà prise, et il monte sur son dragon en direction de l'Empire. En quelques minutes, il se trouve dans le château, et rapidement des centaines de soldats se positionnent autour de lui, pour en finir avec lui. Mais Seika, sans se soucier du tout de son pouvoir, utilise toutes sortes de compétences contre eux, démontrant la force qu'il possède et sans se soucier d'attirer l'attention. Il trouve rapidement la cellule d'Han Yu et lui dit qu'ils doivent fuir. Elle refuse car cela pourrait causer plus de problèmes, et elle est convaincue qu'ils la libéreront. Sans autre option, Seika lui dit que cela n'arrivera pas et que ce qu'ils veulent vraiment, c'est l'éliminer parce qu'elle est l'héroïne. Avant de pouvoir continuer l'explication, Glee et la princesse apparaissent pour en finir avec eux. La princesse explique qu'autrefois, la figure du démon et de l'héroïne était très importante, mais maintenant que tout le monde a des armées, il ne suffit plus d'avoir seulement l'héroïne pour gagner une guerre. Cependant, le simple fait de son existence est capable de déclencher une guerre, et actuellement, personne ne veut de guerre, pas même les démons, c'est pourquoi ils envoient aussi des assassins pour en finir avec l'héroïne, et éviter que le massacre ne commence. De plus, la princesse ajoute qu'Annie ne pourra jamais être suffisamment forte parce qu'à ses côtés se trouve Seika qui la sauve de tous les problèmes, ce qui empêche l'héroïne de se renforcer en surmontant les difficultés par elle-même. Cependant, la princesse ne veut pas en finir avec Han Yu, elle espère seulement qu'ils ne fuiront pas car cela créerait plus de problèmes. C'est pourquoi elle demande à Seika de partir, promettant qu'elle fera tout son possible pour qu'Anna soit libérée. Seika ne leur fait pas confiance. La princesse, qui comprend la situation, leur remet un carrosse rempli d'argent et de nourriture pour qu'ils partent vers une ville voisine, assurant qu'elle a déjà parlé avec le maire pour qu'il n'y ait pas de problème. Ainsi, les jeunes partent vers leur nouvelle aventure, tenant la promesse de partir ensemble à l'aventure. Pour sa part, la princesse converse avec un démon qui surgit de son ombre et ainsi cela se termine. 2000 likes et je sors la deuxième partie quand elle sortira et commente protagoniste puissant.